L'histoire commence dans un jardin ensoleillé du nord de la Sicile, où de petits monstres de pierre rousse jouent à se faire peur. Ils voudraient être effrayants, mais ils ne sont qu'un peu étranges et plutôt sympathiques. Qui les a créés? Qu'est-ce qu'ils représentent? Après quelques investigations, il s'avère qu'ils font partie d'une tradition ancienne de personnages grotesques, figures classiques du baroque sicilien. La Villa Palagonia à Bagheria. Dès l'entrée, deux personnages hilars et difformes nous accueillent, un gentilhomme à fraises et un Égyptien. Le ton est donné. La Villa Palagonia, située à Bagheria près de Palerme, fut construite en 1715 par la volonté du prestigieux prince espagnol Don Francesco Fernandino Gravina y Cruïllas, 5e prince de Palagonia. À ce moment-là, c'était un beau bâtiment elliptique en pierre rose, entouré de communs et construit sur les plans de l'architecte Tommaso Maria Napoli. Mais c'est en 1747 que l'héritier des lieux, 7e prince de Palagonia, petit-fils ou neveu du précédent, réalisera la décoration intérieure et extérieure de la villa dans un style grotesque et baroque si outré qu'il lui vaudra le nom de Villa dei Mostri, la villa des monstres. Il ne reste qu'une soixantaine des 250 statues initiales, peut-être même y en avait-il 600 selon les sources, qui se perchent tout en haut des murs d'enceinte en une sarabande discontinue. On y trouve nombre de monstres difformes et agressifs, des animaux à tête d'homme et des hommes à tête d'animaux, des bossus, mais aussi des chevaliers, des belles dames, des musiciens, aux masques figés ou tragiques. La chapelle, qu'on ne visite plus, semble épargnée par cette folie du bizarre qui règne ici. La Madone et ses angelots sont tout à fait normaux. Le bruit court que ce prince à la triste figure aurait épousé une femme si belle qu'il en était terriblement jaloux. Les monstres du jardin étaient supposés l'empêcher de sortir pour rencontrer un éventuel galant. Une autre légende raconte que le dernier descendant des Palagonia, folle victime d'une consanguinité excessive, aurait créé tous ces monstres pour le protéger des démons intérieurs qui le dévoraient. Quoi qu'il en soit, le résultat est loin d'être esthétique à la lumière du jour. Et la nuit, le parc doit être proprement cauchemardesque, la décrépitude des statues en broyant têtes et bras en accentue l'effet horrible et menaçant. Et quel esprit dérangé trouverait le repos assis auprès de ces bustes aux yeux fixes? Et qui voudrait approcher ce chevalier au bois dormant? Sur la façade arrière, le bel escalier à double révolution mène à la seule entrée de la villa, sous le blason prestigieux de la famille. Et il entoure un tunnel de pierre orné de statues moroses
qui traverse tout le corps du logis vers la façade avant. Mais le mur du fond est tout proche, avec sa grille flanquée de 2 atlantes monstrueux. La dame, couronnée d'une tête qu'on dirait de bouc, et un espèce de mandarin affligé de 5 yeux, aussi énigmatiques l'un que l'autre. De ce côté, les dégradations sont plus marquées, le jardin poussiéreux, l'entretien médiocre, même le cactus est difforme. Si le prince de Palagonia souhaitait mettre ses visiteurs mal à l'aise, il y a réussi. Ces statues de pierre mêlant l'humain à l'animal, le normal à l'irrationnel, provoquent une confusion de l'esprit qui cherche des repères, des explications, du sens, mais ne peut trouver d'équivalent dans les cultures traditionnelles. Passé l'escalier de calcaire bleuté, les murs hurlants nous accueillent. On débouche sur une salle ovale, peinte en trompe-l'œil comme une folie romantique, où colonnes et balustrades ouvrent sur un ciel plein d'oiseaux, tandis que des statues ornent les galeries. C'est la salle d'Hercule et de ses travaux, sujet classique s'il en est. Mais ici, l'hydre de Lerne, le sanglier monstrueux d'Érimante et le lion de Némée sont des monstres qui ne déparent pas l'extérieur. Les murs de la salle des glaces sont couverts d'une marqueterie de marbre et de verre et ornés des bustes des proches, des familiers et des nobles contemporains du prince. Le haut du mur est peint d'une balustrade où se posent des oiseaux et se fond dans un plafond couvert de miroirs vénitiens sertis d'or. Maintenant éteintes, les 1000 facettes de ce plafond devaient refléter à l'infini les visages étonnés des convives, les tenues brillantes et les bijoux scintillants des nobles invités, et les visages blafards des figures murales. Le sol de marbre polychrome est un motif du XVIIe siècle sicilien. La petite salle suivante est peinte d'un décor classique grec avec des variantes égyptionisantes. C'est la salle des philosophes dont les fresques sont malheureusement pâlies et écaillées.
Lycurgue, Échille, Marcello, toute la Grèce défile. Autre salle, autre style. De délicates arabesques, des cadres au bleu passé entourent des médaillons représentant des mythes universels. Les appartements privés sont fermés, tous les meubles ont disparu. Il ne reste qu'une coquille bizarre, inquiétante, qui se dégrade lentement. En repassant par le tunnel aux beaux pavés polis par le temps, on croise une galerie de fantômes aux yeux fixes, aux boucles, rides et rictus réalistes, exact pendant des figures de la salle lumineuse du dessus. Que voulait dire le 7e prince de Palagonia avec cette construction élégante, défigurée et enlaidie aussi méthodiquement? Que signifient les êtres improbables issus de son cerveau peut-être dérangés, ou peut-être simplement sardoniques à l'extrême?